Bien, alors, je vais donner un titre pour mon intervention, et ce titre c'est 1 plus 1 égale 3, mais en fait j'ai pensé intéressant de commencer par d'autres relations remarquables, et la première d'entre elles sera celle-ci. 1 plus 1 égale 1. Donc, 1 plus 1 égale 1, donc c'est un problème. Et vous avez 1, et quand vous avez 1, vous ajoutez 1, et qu'est-ce que vous avez au bout du compte? Vous avez toujours 1. 1 plus 1 égale 1. Donc, le problème, c'est celui de... c'est un problème philosophique. Comment... On ne sait pas trop ce que signifie plus, on ne sait pas trop ce que signifie égal, d'ailleurs, ni ce que signifie 1. Mais, enfin, on a ce problème, comment faire autre chose que 1 avec du 1. S'il n'y a qu'un 1, cet 1 unique, ajouté, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais enfin ajouté à lui-même, comment pourrait-il produire autre chose que le 1 qu'il est? Bon, donc voilà, 1 plus 1. Évidemment, cette relation n'est pas à prendre au pied du chiffre, puisque, encore une fois, lorsque j'écris ça, il peut y avoir un doute sur la signification de tout ce qui est écrit là. Mais on voit bien le problème philosophique qui est pointé par ça et qui est susceptible de devenir un problème mathématique que donc j'ai exprimé dans ces termes un peu vagues, qui est comment produire autre chose que lui-même à partir de cette 1. Alors, cette égalité même telle qu'elle est écrite pourrait recevoir des interprétations mathématiques solides. Il suffirait de convenir, parce que, bon, vous savez qu'on a une grande liberté dans le choix des symboles en mathématiques. Bien sûr, il y a des symboles qui sont consacrés par l'usage, mais en réalité, même des symboles aussi fréquents que plus égale 1 peuvent recevoir des interprétations très variées selon les contextes mathématiques. Et donc, il est possible d'interpréter d'une façon mathématiquement solide cette chose-là, par exemple en disant égal à sa signification habituelle, plus aussi, simplement, ici il faut comprendre que 1 en fait ne désigne rien d'autre que 0. Si 1 veut dire 0, bon, eh bien 1 plus 1 égale 1 signifie simplement 0 plus 0 égale 0, et c'est tout à fait valide mathématiquement. Donc ce serait juste une question d'écriture ici. En fait, c'est peut-être selon le contexte, mais on peut imaginer un contexte où ce soit un peu plus qu'une question d'écriture, mais ce qu'on appelle en mathématiques une identification. Et c'est possible
de la façon suivante, considérez ce qu'on appelle le segment 0,1. Donc vous êtes sur la droite numérique, sur la droite réelle, et bon, je ne reviens pas, il y a une longue histoire de cette droite, mais enfin, tout le monde y a été confronté à un moment ou à un autre, peut-être lorsqu'il était élève. Mais considérez donc de cette droite réelle simplement le segment 0,1, c'est-à-dire l'ensemble de tous les nombres réels compris entre 0 et 1 au sens large, c'est-à-dire y compris 0, y compris 1, et qui s'identifie à un segment géométrique contenant une infinité de points, tous les points compris entre 0 et 1. Eh bien, il existe un type de construction tout à fait classique en mathématiques, et notamment en topologie, et qui consiste à, partant d'un espace tel que celui-ci, à identifier certains points, ce qui correspond à une opération de collage. On passe son temps en topologie à faire du découpage, du collage, qui sont simplement le prolongement sur un plan abstrait, théorique et intellectuel des opérations que l'on fait avec des ciseaux et de la colle depuis que nous sommes petits. Bon. Et donc, si on prend ce segment et qu'on identifie 0 et 1, les deux points qui sont là, eh bien, ça veut dire simplement que l'on constitue un cercle. Un cercle dans lequel le 1 est égal à 0. Et ce cercle est non seulement un cercle au sens topologique du terme, c'est-à-dire qu'il est équivalent, topologiquement parlant, je ne vais pas expliquer exactement ce que ça veut dire, mais équivalent à un véritable cercle, mais en plus, il peut être muni d'une opération, d'une addition. On peut ajouter les nombres qui sont, auxquels s'identifie chacun des points de ce cercle, puisque chacun des points de ce cercle s'identifie à un nombre compris entre 0 et 1, avec la particularité du 0 qui, lui, qui est un point qui peut être désigné aussi bien par 0 que par 1. Et l'addition en question, eh bien, elle va fonctionner de la façon suivante. Par exemple, si vous regardez 0,3 plus 0,4, eh bien, ça fait 0,7. Vous voyez, vous ajoutez les nombres réels de la manière habituelle. Donc, par exemple, 0,7 plus 0,5, eh bien, ça fait 0,2. Ok? Oui. D'accord. C'est comme tu l'as fait. Ça fait un tour complet. C'est-à-dire que si vous voulez écrire ce résultat comme 1,2, vous pouvez, mais étant donné que 1 égale 0, 1,2 est égal à 0,2. C'est l'opération modulo, quoi. C'est l'opération modulo, exactement. On pourrait dire que c'est l'addition modulo 1. C'est une addition modulo 1. Oui, comme l'heure. Exactement, comme l'heure. Voilà, donc comme on fait 7 plus 5 égale 2. Quand il s'agit. Non, 7 plus 5 égale 0 avec l'heure. L'heure, c'est-à-dire avec un cadran, disons, numéroté de 0 jusqu'à 12 égale 0. Jusqu'à 12 égale 0. Voilà, 11 égale moins 1. 1 égale moins 11. Et on a l'habitude, effectivement, de calculer ça. S'il est 7 heures, eh bien, dans 7 heures, il sera 2 heures, par exemple. Donc là, dans ce cas-là, c'est un calcul modulo 12. Et pour ce dont je vous parlais, donc effectivement, on peut dire que c'est une chose modulo 1. Et alors d'ailleurs, il y avait à une époque, je ne sais pas si ça se fait encore tellement, il y avait à une époque une façon d'écrire, d'indiquer qu'on faisait des calculs modulo quelque chose. On écrivait, au lieu d'égal, on écrivait en symbole, comme ça. Et puis,
Donc si on faisait une opération, alors voilà, par exemple 0,7 plus 0,5, je crois que des fois les gens disaient congru à 0,2 modulo 1. Bon. Enfin, plus exactement, là j'emprunte des notations qui ont plutôt cours en arithmétique avec les nombres entiers, mais c'est tout à fait la signification de ces calculs modulo quelque chose qui est considéré comme rebouclant sur le point de départ, c'est-à-dire alors vous voyez, dans cette manière d'écrire les choses, donc on pourrait aussi dire, ben oui, parce que 1 est congru à 0 modulo 1. Dans cette manière d'écrire les choses, on a une indication entre crochets d'une part, et d'autre part, on a un symbole qui n'est pas exactement le symbole égal, qui est ces trois traits horizontaux. Donc vous voyez que c'est une manière d'interpréter cette écriture un peu curieuse pour la ramener en quelque sorte dans le cercle de la raison, mais avec des notations qui suggèrent qu'en fait ceci ne serait pas un vrai égal, mais une variante de l'égalité. Mais c'est une interprétation. En fait, la plupart des choses qui sont dites, c'est-à-dire écrites en mathématiques, sont susceptibles de recevoir diverses interprétations. Et on peut, c'est ce que je vous disais au tout début, hein, quand on dit 1 plus 1 égale 1, vous voyez qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on peut jouer, c'est-à-dire 1, on ne sait pas trop ce que ça veut dire vraiment, plus non plus, égal non plus. Donc on peut jouer pour ramener une écriture telle que celle-ci, a priori curieuse, mais dont on voit qu'elle peut avoir une interprétation, disons, philosophique cohérente, qu'elle pose une question légitime. On peut jouer pour la ramener dans le cercle de la raison. On peut jouer sur plusieurs éléments qui sont là, de manière différente. On pourrait jouer uniquement sur le égal, ou uniquement sur le plus. Bon. Et ça, je pense que c'est intéressant d'avoir à l'esprit cette variabilité des leviers interprétatifs. Est-ce que ça implique qu'on va avoir un signe différent finalement qui va apparaître avec les trois barres de l'égalité? Bah, moi, je trouve très bien d'écrire les choses comme ça, sans utiliser les trois barres. C'est l'une des manières de l'écrire. Mais, en fait, lorsque vous écrivez les choses comme ça, ce qui est sous-entendu, c'est que 1, c'est le 1 habituel, 0, c'est le 0 habituel. On sait bien que 1 et 0 sont distincts l'un de l'autre, ils sont différents. Donc on ne peut pas écrire 1 égale 0. Et donc on utilise une autre écriture pour dire qu'on est en train de faire ces calculs modulo 1. Mais par contre, lorsque j'écris ceci, eh bien, on pourrait dire que le 0,7, le 0,5 et le 0,2 ne sont pas tout à fait le 0,7, le 0,5 et le 0,2 habituels. Ah ben, du coup, le plus non plus. Par contre, on ne touche pas à égal. Égal signifie toujours que c'est exactement la même chose. Mais, donc, ceci fonctionne à partir du moment où 1 égale 0, je le disais. Donc, le égal, ici, est tout ce qu'il y a de plus conforme à l'idée stricte que l'on se fait de l'égalité. C'est une égalité au sens strict, c'est exactement la même chose qui est écrit à gauche et à droite. Par contre, ce qui est écrit à gauche et à droite, ce ne sont pas le 1 au sens ordinaire du terme et le 0 au sens ordinaire du terme. Ce sont... égal, tu ne prends pas, ça ne va vers le côté. Ça n'a plus de sens. Ça ne va vers le côté. Ben, ça veut dire quoi, ça ne va vers le côté? La vérité est tantôt. La vérité... Tu peux venir identifier les choses si ça reste véridique. Bah, ça reste vrai. Bah oui, c'est véridique. D'ailleurs, c'est simplement le symbole 1 ne désigne pas
le 1 ordinaire. Non, mais c'est pas ça. Le 0 ne désigne pas le 0 ordinaire, mais le égal. Non, mais tu redéfinis par là la vérité. Elle n'est pas préétablie, la vérité. Donc là, il faut que je prenne un peu Non, d'eau. c'est pas que c'était même si égal que normalement. C'est pas si évident que ça signifie égal. Bon, ce que signifie égal, bon, on a une écriture sur une feuille ou sur un tableau, et on écrit ce symbole égal, ces deux petits segments parallèles, avec à sa gauche un truc et à sa droite un truc, qui sont des écritures mathématiques qui désignent, qui pointent vers quelque chose, qui est, disons, une réalité mathématique, un objet mathématique. Donc, si on écrit ça, ça veut dire que c'est le même objet mathématique qui est pointé par l'écriture qui est à gauche et l'écriture qui est à droite. Parce que ça, c'est une vérité hors du temps, qui ne dépend pas de L'objet mathématique, c'est déjà temporalisé. Bon, alors, ça, c'est un énorme débat. Non, mais si tu écris en prend toutes lettres 5 plus 7 d'un côté et de l'autre côté en chiffres, je ne suis pas tout à fait sûr que ça ait les mêmes connotations, tu vois. Donc le rapport énonciatif à la vérité n'est déjà plus le même. Donc voilà, c'est d'immenses débats, parce que Oui. on sait bien que tous les mathématiciens ont un socle platonicien, parce que nous sommes confrontés à des réalités qui ne dépendent pas de nous, qui ne dépendent pas de nos désirs, qui, voilà, souvent on peut être contrarié, c'est-à-dire que notre intuition rencontre des limites, les choses ne se passent pas comme on pensait, etc. Et voilà, ça n'arrange pas toujours nos affaires, donc les choses sont telles qu'elles sont. Les réalités mathématiques ne dépendent pas de nous. En même temps, est-ce qu'elles existeraient vraiment si on les élaborait pas, on les produit en même temps. On les produit, processus historique d'élaboration des mathématiques, invention de notation, on forge des concepts, etc. Bon. Donc je pense que c'est un très très vaste débat. Donc je n'avais pas l'intention d'aller trop loin dans ces réflexions. Disons que c'est ouvert. Quand je dis que tous les mathématiciens ont un socle platonicien, ça veut dire qu'il y a la plupart des mathématiciens, si on leur pose la question, si on leur demande de réfléchir, vont adhérer explicitement à une philosophie de type les objets mathématiques sont comme les idées platoniciennes, voilà, elles existent, mais il y aura des dosages, des nuances, voilà, si vous posez la question à un mathématicien qui, comme moi, a fait de l'histoire des maths, évidemment, on a plus le sens du fait que les choses s'élaborent, se construisent. Mais même dans ce cas-là, peut-être qu'il faut distinguer entre une architecture en dur et des échafaudages provisoires. Donc, voilà, les objets mathématiques que l'on manipule peuvent avoir des statuts ontologiques et épistémologiques variés aussi. Voilà. Donc, voilà pour 1 plus 1 égale 1. Voilà ce que je voulais dire sur 1 plus 1 égale 1, c'est que c'est à la fois un problème philosophique qui n'est pas si simple, et c'est aussi une écriture qui est susceptible de recevoir des interprétations diverses selon les aspects sur lesquels on s'autorise à jouer, et qui débouche notamment sur cette construction, sur voilà, ces bouclages des additions modulo quelque chose. Alors, on retrouve d'ailleurs ces boucles dans une relation qui est peut-être plus facile à aborder et qui est 1 plus 1 égale 0.
Bon, j'en parle tout de suite avant de parler de 1 plus 1 égale 2. Que vous attendez tous avec patience. Donc 1 plus 1 égale 0, c'est le même, on peut l'interpréter tout de suite avec cette même idée de l'addition modulo, alors modulo 2. C'est-à-dire que ça peut se comprendre si 0 égale 2. Donc à ce moment-là, vous avez une boucle avec disons deux points 0 et 1. Et quand vous ajoutez 1 à 0, vous arrivez à 1. Quand vous ajoutez 1 à 1, finalement, vous revenez en 0. Hein, on pourrait donner la loi comme ça, sous forme d'un tableau, avec donc 0 qui est élément neutre, et puis 1 qui est son propre opposé. Donc ça, c'est le fait de noter plus une loi telle que celle-ci, ce qu'on appelle une loi de groupe commutatif. Bon, c'est tout à fait classique en mathématiques de noter plus une telle opération, même si ça n'est pas l'addition ordinaire. On pourrait dire que là, quand on écrit ça, donc 0 et 1 ne sont pas le 0 et le 1 ordinaire, l'addition n'est pas l'addition ordinaire, mais l'égalité, elle, est toujours l'égalité. On peut aussi le comprendre comme une façon d'écrire l'addition modulo 2. Alors, il y a en fait, ce genre d'opération en mathématiques surgit très naturellement dans ce qu'on appelle les quotients par des relations d'équivalence. Alors, par exemple, on peut considérer que cette opération survient de l'addition ordinaire des nombres entiers quand vous vous intéressez aux nombres entiers du point de vue de leur parité, c'est-à-dire du fait de savoir si les nombres entiers que vous considérez sont pairs ou impairs. Si c'est uniquement cet aspect des choses qui vous intéresse, il y a donc deux classes de nombres entiers, les nombres entiers pairs et les nombres entiers impairs. Et vous pouvez constater la chose suivante, c'est que, disons, si je note P et I, P désigne, si vous voulez, n'importe quel nombre pair, et I, n'importe quel nombre impair, quand vous ajoutez un nombre pair avec un nombre pair, vous obtenez un nombre pair. Quand vous ajoutez un nombre pair et un nombre impair, vous obtenez un nombre impair. Et quand vous ajoutez deux nombres impairs, le résultat vous donne un nombre pair. Voilà. Autrement dit, en fait, ça désigne la même structure mathématique. Alors, la question de savoir ce qu'est la même chose en mathématiques, donc finalement c'est la question autour de laquelle je vais boucler une partie de mon intervention. Ça a commencé d'emblée, savoir la question du même, de l'identique, de l'un, et donc en creux de l'autre. Ça et ça, je dis que c'est la même chose. Alors, comme on est toujours confronté à ça en mathématiques, on a fini par le mathématiser, évidemment. C'est la stratégie générale des mathématiciens. C'est que quand un mathématicien rencontre un problème, disons, de nature un peu philosophique, c'est-à-dire un problème qui n'est pas un problème de calcul à faire, mais qui est un problème de concept à préciser. Eh bien, sa stratégie, généralement, c'est de mathématiser le problème. Les problèmes philosophiques qui se posent aux mathématiciens sont mathématisés de façon à recevoir des réponses mathématiques. Alors là, en l'occurrence, la réponse du mathématicien à la question de savoir en quoi ceci peut-il être la même chose alors que ça ne s'écrit pas de la même façon,
elle réside dans, disons, la notion d'isomorphisme. Il existe une correspondance biunivoque, bijective, un dictionnaire. Il suffit de dire que dans ce sens-là, quand on voit P ici, on lira 0, quand on voit I ici, on lira 1, et puis dans l'autre sens, le dictionnaire qui inverse les entrées. Et ce dictionnaire permet d'établir une correspondance parfaite entre les deux structures. Et donc on dit que les deux structures sont isomorphes, mais on estime, en disant cela, s'être donné les moyens de dire qu'en fait c'est la même structure. Bon. Donc effectivement, si on interprète 0 comme désignant n'importe quel nombre pair et 1 comme désignant n'importe quel nombre impair, eh bien on a 1 plus 1 égale 0 qui signifie quelque chose pour lequel finalement on n'a pas touché à la signification de égal et un tout petit peu à celle du plus, mais c'est surtout que les symboles 1 et 0 ont une signification qui va au-delà de leur signification habituelle. Mais c'est quelque chose d'effectivement habituel en réalité. Donc, comme disait Claude, sur les horloges, le temps, le calcul modulo 12, donc c'est bien quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et quand on dit que 9h après 7h, il est 4h, on n'a pas forcément l'impression de donner à 9, à 7 et à 4 un sens différent du sens ordinaire. Mais, quelque part, c'est quand même le cas, puisque ça veut dire qu'on a posé 0 égale 2. Bon, alors, je vais donc aborder maintenant 1 plus 1 égale 2. Voilà. Alors, 1 plus 1 égale 2. Donc, longtemps, j'ai considéré que 1 plus 1 égale 2 ne méritait pas de commentaire particulier. Surtout, alors ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec vous, mais surtout dans un cours de maths, par exemple. Ou alors, bon, mais je ne vais pas faire à ces gens-là à un niveau très élémentaire. Mais par exemple, pour un cours en fac, est-ce qu'il y a matière pour faire un cours sur 1 plus 1 égale 2? Peut-être, ça pourrait devenir le cas avec l'évolution du niveau, mais... Donc, et puis un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même, malgré tout, des choses à dire non triviales là-dessus. Donc, l'enjeu, c'est la réponse à la question philosophique initiale, celle que j'ai posée en disant 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire, comment on peut produire autre chose que l'un dont on part quand on n'a qu'un 1. Et à vrai dire, cette question, je ne suis pas certain qu'elle ait trouvé une réponse réellement satisfaisante, je veux dire en mathématiques. Mais, en tout cas, il y a un concept de théorie des catégories que j'ai peut-être déjà évoqué dans l'une de mes interventions auprès de vous, je ne sais plus. Donc, alors, la théorie des catégories, qui est sûrement régulièrement évoquée par ici. Je rappelle très rapidement que c'est une branche des mathématiques dans laquelle on a les questions de trucs qu'on appelle des catégories, et qu'une catégorie,
est constitué de deux sortes de choses, des trucs qu'on appelle des objets de la catégorie, et entre ces objets, des trucs qu'on appelle des flèches, et qui sont destinées à se composer, lorsqu'elles peuvent se composer, c'est-à-dire lorsqu'on a des objets comme ça et qu'on a des flèches qui se suivent en quelque sorte, eh bien elles vont pouvoir se composer pour donner une flèche qui part du premier objet et qui arrive au troisième objet. Bon. Et il y a un certain nombre de conditions qui doivent être satisfaites pour que ces objets et ces flèches constituent effectivement une catégorie. Il y a toutes sortes de catégories. Par exemple, la catégorie des ensembles, c'est la catégorie qui a pour objet les ensembles et qui a pour flèche ce qu'on appelle les applications entre ensembles. Et effectivement, si vous avez trois ensembles et une application du premier vers le second et une application du second vers le troisième, ces deux applications vont se composer pour donner une application du premier vers le troisième. Autre exemple, la catégorie des espaces topologiques a pour objet les espaces topologiques et a pour flèche ce qu'on appelle les applications continues entre les espaces topologiques. La catégorie, la catégorie des espaces vectoriels a pour, je ne sais pas si ça vous parle, sûrement pas à tout le monde d'ailleurs, mais pour objet les espaces vectoriels et pour flèche les applications linéaires entre espaces vectoriels. Enfin bon, il y a beaucoup de catégories, il y a même une catégorie des catégories, enfin il y a plusieurs catégories de catégories. Disons, la catégorie des catégories a pour objet les catégories et a pour flèche des transformations entre catégories qu'on appelle des foncteurs et qui sont des transformations à la fois sur les objets et les flèches des catégories entre lesquelles elles sont définies et qui respectent les propriétés des catégories. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Oui, simplement pour dire qu'il y a tout un tas de catégories, ce n'est pas le cas de toutes, mais il y a beaucoup de catégories dans lesquelles une certaine construction est possible qui s'appelle la somme. Et d'ailleurs, il y a une autre construction, on peut dire duale, et qui s'appelle le produit. Et il y a beaucoup de catégories dans lesquelles le produit peut être fait. Il y a beaucoup de catégories dans lesquelles la somme de deux objets peut être réalisée, et il y a beaucoup de catégories, souvent les mêmes, dans lesquelles la somme de deux objets, le produit de deux objets peut être réalisé. Et je vous dis ça parce que j'ai discuté récemment avec un copain qui n'est pas du tout matheux, bon, mais qui est un copain quand même. Bon. Et une grande ouverture. Hein. Et donc, il me dit bon, oui, je sais, parce qu'on parlait d'addition, il est musicien en fait. Donc, à un moment, je parle d'addition et de multiplication. Parce que, par exemple, vous pouvez ajouter des tons ou des demi-tons, mais ça se traduit par des multiplications au niveau des fréquences qui correspondent au son en jeu. Donc addition, multiplication, enfin c'est une question à laquelle on est souvent confronté, c'est d'établir des relations entre des phénomènes qui sont en quelque sorte régis par l'addition et d'autres qui sont régis par la multiplication. Comment on passe de l'un à l'autre. Alors à ce moment-là, évidemment, à ce moment-là, il y a eu un moment où j'ai prononcé des mots comme exponentielle et logarithme, et là il a commencé à se fâcher, tout ça. Bon, on va parler d'autre chose. Mais il fallait y aller plus progressivement. Mais en tout cas, à un moment, il m'a dit non, mais je sais bien, la multiplication, c'est l'addition quand on est paresseux. Et en fait, c'est ce qu'il avait retenu de, je sais pas, du CP ou je sais pas quand, mais c'est-à-dire qu'en fait, pour lui, 5 fois 4, c'est une manière économique, et il avait parfaitement raison, c'est une manière économique d'écrire 5 plus 5 plus 5 plus 5. Au lieu de l'écrire 4 fois, on écrit 5 fois 4. Et 4 fois 5,
on ne sait pas exactement si c'est le même ou si c'est avec 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, 5 fois. Mais est-ce que 1 plus 1, c'est pas une manière de poser la question de l'amour? Si, bien sûr. Mais je vais y venir. Oui, ben bien sûr, c'est ça la question. Non, mais je ne me présente pas devant vous en prétendant avoir réponse à tout. Bon. Mais on va y venir. En fait, moi, je pense que l'amour, c'est plutôt dans 1 plus 1 égale 3. Attendez à 1 plus 1 égale 3. Pour l'instant, on est à 1 plus 1 égale 3. J'ai pas bien compris 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 1. Bon, donc je continue. On peut voir la multiplication comme une manière économique de considérer les additions. Donc, de ce point de vue-là, il y a un ordre naturel d'apprentissage, d'exploration de ces opérations. Ça commence par l'addition, et après, on va voir la multiplication, puisque la multiplication nous donnerait en quelque sorte une espèce de clé par rapport à l'addition, une manière de condenser les choses. Bon. Mais et puis, alors, non mais justement, est-ce que vraiment il y a ces échelons comme ça successifs qui en quelque sorte placeraient la multiplication un échelon plus loin que l'addition, et René nous dit après l'exponentielle, si on va encore plus loin. Imaginez, pouvoir aller toujours plus loin. Retour à l'addition. Pardon? Un retour à l'addition. Ou un retour. Bon. Mais en fait, donc je viens d'évoquer juste avant de parler de cet ami musicien, le fait que dans les catégories, en tout cas dans certaines catégories, il y a deux constructions qui sont duales l'une de l'autre et qu'on appelle la somme et le produit. Et donc dans ce contexte-là, et le mot dualité le suggère, en fait il n'y a pas de rapport en quelque sorte de subordination de l'addition à la multiplication, enfin ou de la somme au produit. C'est fondamentalement donc il y a une symétrie très forte entre produit et somme, et ce sont deux cas particuliers d'une même structure générale. C'est un cas particulier de ce qu'on appelle limite ou colimite dans les catégories. Et je vais juste vous dire comment ça se présente. Donc pour la somme, donc et pour le produit, je vais l'écrire en même temps. Donc dans une catégorie, si ça existe, la somme de deux objets, donc on a des trucs qui s'appellent des objets, A et B, c'est un truc, je vais le représenter, disons, par un sigma. En fait, la somme sigma de deux objets A et B est la donnée d'un objet sigma et de deux flèches, une de A vers sigma et l'autre de B vers sigma, qui vérifie ce qu'on appelle une propriété universelle. Je suis désolé, c'est un petit peu complexe, mais la notion a fait ses preuves. Et la propriété universelle en question, c'est que pour n'importe quel objet C, et pour n'importe quelle flèche allant de A vers C et allant de B vers C, eh bien, donc là en rouge c'est quel que soit l'objet C, quelles que soient les flèches
ici allant de A vers C et de B vers C, eh bien, on demande qu'il existe une seule flèche allant de sigma vers C et telle que les flèches rouges se factorisent, c'est comme ça qu'on dit, par les flèches noires et la flèche verte. C'est-à-dire que les chemins en rouge sont équivalents, au sens de la composition des flèches, aux chemins noirs qui sont donnés par la construction de la somme et suivis de la flèche verte dont la définition de la somme dans une catégorie exige effectivement l'existence et l'unicité. Bon, c'est un peu compliqué, mais alors je vous donne tout de suite la notion de produit. Lorsqu'il existe le produit de deux objets A et B dans une catégorie, c'est un objet, disons, pi, avec deux flèches qui partent de pi et qui vont respectivement vers A et B, est telle que si on se donne un objet C quelconque et deux flèches quelconques allant de C vers A et vers B, alors il existe une et une seule flèche verte ici, allant de C vers l'objet pi, qu'on appellera le produit de A et B, et qui factorise les flèches rouges. Donc en fait, c'est exactement le même schéma avec le sens des flèches inversé. C'est-à-dire que en fait, vous avez une construction générale dans les catégories. Pour toute catégorie, vous avez ce qu'on appelle la catégorie opposée, ou la catégorie duale, qui est obtenue en gardant les mêmes objets et en inversant le sens de toutes les flèches. Bon. Eh bien, une somme dans une catégorie, c'est en fait le produit dans la catégorie opposée. Et le produit de deux objets dans une catégorie, c'est la somme dans la catégorie opposée. Donc en fait, c'est exact. Les notions de somme et de produit dans ce contexte catégorique sont fondamentalement les mêmes notions. C'est la même notion. Vous voyez, donc la relation entre les deux se présente sous un jour très différent de l'idée ordinaire qu'on se fait de la relation entre l'addition et la multiplication des nombres. Bon. Donc, en fait, si j'ai signalé ça, c'était pour casser un petit peu cette idée de ce qu'est la somme et la multiplication. Voilà. Mais je ne veux pas explorer plus avant ces notions, sauf, évidemment, que je vais regarder celle de somme dans le cas de la catégorie des ensembles. Donc c'est la somme de deux ensembles, et ça donne un ensemble. Alors, dans le cadre des ensembles, ça porte un nom spécifique. Je pense que j'ai déjà prononcé cette expression qui est quand même un oxymore très intéressant, surtout si on y pense par rapport à la question de l'amour. Disons que je vous laisse y réfléchir. Dans le cas de la catégorie des ensembles, ça s'appelle l'union disjointe. Donc, c'est-à-dire l'union disjointe, c'est en quelque sorte la manière minimale d'être ensemble, c'est-à-dire sans rien partager, quoi. Et pourtant, enfin, c'est une notion très importante. Donc voilà comment ça arrive. Disons, je vais prendre un exemple. On va dire que l'ensemble A, c'est un ensemble qui a, mettons, deux éléments A1 et A2, et l'ensemble B a, mettons, trois éléments B1, B2 et B3. Eh bien, dans ce cas-là, on peut constater que si pour sigma, on prend l'ensemble A1, A2, B1, B2, B3, et que, comme implication représentée par les flèches noires ici, on prend celle qui a A1 associé à 1, A2 associé à 2, à B1 associé à B1, à B2, B2 et à B3, B3.
C'est ça nos applications. Alors ça marche, c'est-à-dire que l'objet qui est là, c'est-à-dire l'ensemble sigma, est bien dans le. Vérifie bien la propriété universelle exprimée par les flèches rouges et la flèche verte, c'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel ensemble, C, n'importe quelle application qui parte de A et qui aille vers C, et n'importe quelle application qui parte de B et qui arrive en C, vous pouvez ces applications les factoriser, c'est le terme technique, par sigma, c'est-à-dire qu'en fait, puisque la première application, elle associe un élément de C à petit a1 et un élément de C à petit a2, eh bien il suffit au A1 et A2 qui se retrouvent dans sigma d'associer les mêmes. Donc de prendre ça ici comme ça, en fonction de la flèche noire qui va de A vers C qui est donnée. Elle va agir sur les éléments de sigma comme elle agissait, enfin sur ces deux éléments de sigma qui sont petit a1 et petit a2, comme elle agissait sur les éléments qui portent le même nom et qui sont dans l'ensemble A. Et de la même façon, ici, on construit l'image de B1, B2 et B3 vers C, et on obtient donc une construction qui montre que, effectivement, l'ensemble sigma qui est là est bien la somme de A et B. En fait, sigma n'est la somme de A et B que parce que j'ai supposé implicitement que grand A et grand B étaient ce qu'on appelle disjoints, c'est-à-dire d'intersection vide, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'éléments communs. C'est-à-dire que là, il est sous-entendu que A1 et A2 sont tous distincts de B1, B2 et B3. Si jamais les deux ensembles A et B avaient une intersection non vide, alors il faudrait s'y prendre autrement pour construire cet objet somme. Alors justement, si on considère le même ensemble pour A et B, l'ensemble qu'on note 1 parfois, alors je vais utiliser un 1 un peu différent pour multiplier les 1 différents. Bon, mettons, prenez l'ensemble 1 comme ça, qui a un seul élément. Et prenez le même ensemble donc je note étoile, l'unique élément de l'ensemble que j'appelle 1. Bon. Alors, comment est-ce qu'on peut construire la somme de 1 et 1, c'est-à-dire la somme de ces deux ensembles. Donc c'est une construction ensembliste qui doit répondre à la définition générale de la somme de deux objets dans une catégorie. Et comme ces deux ensembles ne sont pas disjoints, ben, on est embêté. Et en fait, l'astuce, c'est de faire en sorte de les rendre disjoints l'un de l'autre. Pour pouvoir construire cette union disjointe, il faut commencer par disjoindre les deux ensemble, et pour ça, finalement, on utilise un procédé qui est un peu de l'ordre du bricolage, et qui consiste à faire une copie d'un des deux pour le disjoindre de l'autre. Par exemple, on peut mettre une marque sur une des étoiles, ou bien on peut remplacer ça par autre chose. Alors, de façon à ce que ça reste en fait fondamentalement à isomorphisme près, c'est le même objet. Mais on l'a rendu disjoint du premier. Donc là, vous avez une des difficultés, enfin une des ambiguïtés et des difficultés des mathématiques, c'est que la pratique des mathématiques consiste très très fréquemment à poser des actes d'identification et de disjonction. C'est-à-dire il faut pouvoir identifier des choses différentes, il faut pouvoir aussi disjoindre des choses identiques. Et on passe notre temps, finalement, à alterner ces gestes.
Donc ici, j'ai réécrit l'étoile sous une forme différente. Peut-être j'aurais pu mettre une étoile différente, j'ai mis un petit triangle. J'aurais pu mettre une marque, mettre un prime. Il y a d'autres procédés, disons, plus standards en mathématiques. En fait, le procédé standard, on pourrait dire qu'il consiste à faire la chose suivante. Ici, on va remplacer l'étoile par une étoile qu'on va mettre, par exemple, indice 1, et puis là, l'étoile, on va lui mettre un indice, par exemple 2, de façon à les distinguer avec un signe. C'est une écriture. Et donc, on va pouvoir ainsi obtenir l'union disjointe de ces deux ensembles qui, en fait, sont le même ensemble. Donc, c'est l'union disjointe de cet ensemble avec lui-même. Et effectivement, cette construction répond à la propriété universelle vis-à-vis de tout autre ensemble. Si vous avez une application du premier ensemble vers un ensemble quelconque, et une autre application du deuxième ensemble, même si c'est le même, mais une deuxième application différente vers un ensemble quelconque, eh bien, le fait d'avoir disjoint cet ensemble de lui-même vous permet de répondre à la propriété universelle. Et donc ça, c'est finalement c'est un peu la réponse catégorique à la question qui a été posée par 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire comment, en fait, obtenir 1 plus 1 égale 2. Donc voilà le 1 plus 1 égale 2. Du point de vue... donc la clé, du point de vue des catégories, du point de vue plus particulièrement de la catégorie des ensembles, la réponse à la question comment passer de 1 à 2 et comment établir 1 plus 1 égale 2, cette réponse tient dans l'oxymore union disjointe. Ah, évidemment, c'est pas une réponse totalement satisfaisante, parce que vous vous rendez bien compte que pour produire de la différence, vous faites appel à de la différence. Peut-être pour produire de la différence à un certain niveau, au niveau de ce que vous considérez être des objets existants potentiellement, avec une ontologie platonicienne, celle d'idées pures, vous faites appel à des différences qui sont des différences d'écriture, disons. On sait bien que c'est une des grandes façons de fonder les mathématiques, c'est de s'intéresser à l'écriture des mathématiques. Donc ça, c'était notamment c'est le point de vue axiomatique, au fond, ce qu'on appelle la logique mathématique. Tout cours de logique commence par faire référence à des notions qui s'appellent langage, des choses comme ça. Langage, mots, syntaxe, etc. Bon, voilà sur 1 plus 1 égale 2. Et puis, alors, je vais finir avec 1 plus 1 égale 3. Donc, 1 plus 1 égale 3, c'est une... C'est bon, je peux effacer. Vous me dites. Donc depuis un certain temps, quand je viens vous raconter des trucs, souvent je parle du Borroméen. Parce que je sais que
je sais que ça va plaire. Non, puis il se trouve que j'avais des choses à dire sur le borroméen. Et donc le borroméen, quand je dis borroméen, il y a plusieurs significations différentes. Il y a le nœud borroméen. En fait, c'est pas un nœud, c'est plusieurs nœuds que, qu'en mathématiques, on appelle plutôt des entrelacs. Enfin, on peut les appeler des nœuds, c'est pas un problème. Vous savez qu'il y en a plusieurs, évidemment. Il y a plusieurs réalisations non équivalentes, il y a plusieurs entrelacements borroméens qui ont tous la propriété borroméenne que quand on coupe un des trois, les deux autres se défont. Bon. Et donc, moi, je me suis intéressé au borroméen il y a déjà assez longtemps parce que je me suis intéressé à la connectivité et que, en fait, la propriété borroméenne est une propriété connective, c'est-à-dire qu'elle dit une manière d'être connecté. En l'occurrence, d'être connecté pour trois choses, d'être connectés les trois ensemble, mais pas deux à deux. Donc c'est ce que j'appelle une structure connective. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordre dans lequel les choses se sont passées pour moi, c'est que je me suis intéressé à un certain type de structures mathématiques que j'ai appelées des structures connectives. Et parmi les premiers exemples les plus simples de structures connectives, il y avait celle-là, celle dans laquelle trois choses étaient connectées sans l'être deux à deux, et très naturellement, j'ai qualifié cette structure de borroméenne, puisque elle exprime, elle correspond précisément à la structure du nœud borroméen, ou des nœuds borroméens. Bon. Et puis, donc j'ai étudié les espaces connectifs, ça m'a occupé un certain nombre d'années, et donc, par ailleurs, j'avais des amis mathématiciens, bon, c'est possible aussi, enfin, qui, eux, s'intéressaient aux topos de Grothendieck. Donc, les topos de Grothendieck sont des objets mathématiques qui ont été conçus par Alexandre Grothendieck et qui suscitent chez les mathématiciens des réactions extrêmement variées, mais qui, pour la plupart, appartiennent à l'une des deux catégories suivantes, soit un désintérêt profond et parfois affirmé, soit une passion intense et, dans ce cas-là, également affirmée. Et je vous recommande d'ailleurs de regarder sur YouTube la vidéo de l'interview de Jean-Pierre Serre par Alain Cohn, et à un moment, vous entendrez Alain Cohn, tous les deux sont médailles Fields, mais Alain Cohn plus jeune que Jean-Pierre Serre. Et vous pourrez entendre à un moment Alain Cohn interroger Jean-Pierre Serre. C'est très intéressant à écouter, même si on ne comprend pas tout. Je vous assure que ça vaut vraiment la peine d'écouter cet entretien. Et vous entendrez à un moment Alain Cohn interroger Jean-Pierre Serre sur les topos de Grothendieck, et la réponse de Jean-Pierre Serre est assez amusante, puisqu'il dit qu'il ne sait pas du tout ce que c'est, et d'ailleurs ça ne l'intéresse pas du tout de le savoir. Mais à l'ensemble, on fera un colloque passionnel au printemps 2022. J'ai bien noté. Pourquoi dans votre technique, dans quelle orientation vous demandez ça? Voilà. Votre technique est l'allemand. Voilà. Donc,
Donc, en fait, ce que sont les topos, c'est pas une matière facile, hein, c'est pas une chose simple à expliquer ce que sont les topos de Grothendieck. Mais bon, longtemps c'était juste pour moi un intérêt comme ça, un peu de culture générale en mathématiques, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que les espaces connectifs, avec leur structure connective, donc, dont par exemple l'espace borroméen, ce que j'appelle l'espace borroméen, à ne pas confondre avec le nœud borroméen. L'espace borroméen, c'est un espace qui a 3 points qui sont connectés à la manière borroméenne. Eh bien, je me suis rendu compte qu'à tout espace connectif pouvait être associé à un topos de Grothendieck. Et que ça permettait de faire un pont entre les espaces connectifs et quelque chose qui s'appelle les espaces topologiques. Et donc, ça s'est traduit par, pour ce qui nous concerne ici, j'ai dû faire donc une intervention, je suppose que c'est celle que j'ai faite l'année dernière, je ne sais plus. Mais si, l'année dernière je suis venu, c'est pas... René, bon. Non, on avait décalé. Bon. On a fait sur la connectivité. Oui, oui, oui. Et... Non, il y avait eu un quiproquo. Mais voilà. Et comme avec les topos de Grothendieck. Bah, sur les topos de Grothendieck, je ne sais pas si c'est vraiment des quiproquos. Il y a des enjeux assez forts. Et donc, en tout cas, j'ai dû venir vous parler une fois de ce que j'appelle le topos borromien. Donc, le topos borromien est le topos de Grothendieck. Vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est pas grave. On va laisser en suspens la question de savoir ce que c'est pour l'instant. Donc, le topos borroméen, c'est le topos de Grothendieck associé à l'espace borroméen. Puisqu'à tout espace connectif va se trouver associé à un topos de Grothendieck. Et ça forme un pont avec ce qu'on appelle les espaces topologiques. Non mais, bon. Je sais pourquoi tu ris, parce qu'on en a déjà parlé. Mais, donc, il existe un espace topologique. Donc, ce que c'est qu'un espace topologique n'est probablement pas très clair pour tout le monde non plus, hein, mais c'est un certain type de structure mathématique extrêmement utile et utilisé en mathématiques et infiniment mieux connu que les espaces connectifs, puisque les espaces connectifs, je suis l'un des très, très rares à m'y intéresser, à vrai dire. Donc, alors que les espaces topologiques font partie du fond de connaissances communes pour tous les mathématiciens. C'est vraiment une notion ultra utilisée. Donc, j'étais venu donner l'exemple de ce topos borroméen qui est à la fois le topos de l'espace connectif borroméen et d'un certain espace topologique que du coup j'ai appelé espace topologique borroméen. Bon. Cet espace, alors la grande particularité, et ce qui m'avait donné le sentiment que ça pouvait vous intéresser en référence à Lacan, c'est le fait que l'espace connectif borroméen a 3 points, alors que l'espace topologique borroméen a 3 points qui correspondent aux 3 points de l'espace connectif, plus un 4e. Et l'apparition de ce 4e, il m'a semblé que ça pouvait évoquer des choses,
un peu lacanienne. Voilà. Absolument. Donc, mais quoi, ça, je ne saurais pas le dire. Hein, parce qu'il y a bien des... Et alors l'intérêt de faire avec les espaces de Grothendieck, c'est quoi? C'est de pouvoir parler avec les autres mathématiciens. L'intérêt des espaces des topos de Grothendieck, c'est que les topos de Grothendieck permettent vraiment de créer des ponts entre des structures de nature différente. Donc, en l'occurrence, s'agissant du borroméen, ça donne, il y avait trois types de structures, et toutes donnant lieu au même topos. Donc, il y a l'espace connectif borroméen qui a donc 3 points. Si j'entoure ce qui est connecté là-dedans, je peux entourer chaque point parce que chaque point est connecté à lui-même dans cet espace-là. Ce n'est pas absolument obligatoire. En fait, je suis amené aussi à considérer des espaces connectifs dans lesquels des points peuvent ne pas être connectés à eux-mêmes, des points en quelque sorte fragmentés. Et j'entoure les trois points pour exprimer le fait qu'ils sont globalement connectés. Ça, c'est un espace connectif. Il y a une structure qui est ce qu'on appelle une structure d'ordre, qui est un graphe orienté, dans lequel les 3 points, les 3 composantes, si vous voulez, borroméennes, apparaissent comme incluses dans quelque chose qui est en fait l'ensemble des 3 et qui est du côté connectif, qui est connexe, puisque c'est la décision de dire que les 3 sont connectés. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une relation d'ordre. Et vous voyez déjà apparaître le 4e. En fait, le 4e, c'est la donnée des 3, en quelque sorte. C'est-à-dire que dans l'espace connectif, si vous regardez ce qui est connexe, il y a 5 parties connexes. Il y a la partie vide, que je ne vais pas représenter, mais la partie vide est toujours connexe. Donc ou presque toujours. Ça ne nous donne pas d'informations supplémentaires. Bon. Mais à part ça, il y a chacun des 3 points, ça fait 3 connexes, et puis il y a les 3 ensemble. Le fait que les 3 sont connectés. C'est ça le 4e. Le 4e, c'est l'ensemble des 3. Et puis, ça va se traduire aussi par un espace topologique dont, si j'entoure ce qu'on appelle les ouverts irréductibles, ça va être comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 points ouverts et puis le 4e qui est un point fermé. Bon. Donc je ne détaille pas ce que ça signifie, mais ça c'est une structure topologique. Et il y a un dual, ça. 3 points fermés, un point ouvert. Bon, on peut tout faire. 3 points fermés et un point ouvert. En fait, les 3 points fermés là c'est pas vraiment 3 points différents. Disons que on peut considérer un espace topologique constitué de 4 points, un point ouvert et 3 points fermés, et puis voilà. Mais dans ce cas-là, si c'est vraiment ça la structure topologique, les 3 points là sont en fait indiscernables en réalité. Disons, bon, faut regarder de près, parce qu'il y a d'autres structures possibles avec un point ouvert et 3 points fermés que simplement celles dans lesquelles les ouverts sont uniquement le point qui est là, puis l'espace tout entier. Je pose la question parce que j'ai l'impression que je parle du borroméen comme dans le sens de ma question. Ah, tu le vois comme ça plutôt? Oui.
D'accord. Mais ça, c'est intéressant parce que je confirme que l'espace topologique borroméen, c'est bien celui-ci, qui est effectivement un peu bizarre parce que les trois points ouverts sont en quelque sorte correspond à ce qu'on appelle des points génériques. Bon, c'est pareil, il y a beaucoup de détails techniques là, dans lesquels je ne peux pas rentrer, mais disons que dans l'espace qui est là, dans l'espace topologique ce que j'appelle l'espace topologique borroméen, le quatrième point, au fond, c'est un point ordinaire. Parce que être fermé pour un point, c'est l'état ordinaire des points ordinaires. Ils sont fermés. Bon. Donc là, il y a un seul point ordinaire, il y a trois points, on pourrait dire, extraordinaires. Alors que... Ce sont des points purs. C'est quoi un point? Oui. Un point, c'est un élément d'un ensemble de points. Non, mais un point lui-même, c'est une intersection, c'est pas. Non, un point, c'est n'importe quoi. Un point, c'est... C'est aussi vague que dans la topologie générale. Là, quand je parle de topologie, c'est la topologie générale. Est-ce que tu es en train de dire que ces trois points, ils ne sont pas dans le même voisinage, en fait, c'est ça? C'est les trois là. Ils sont ou ils ne sont pas dans le même voisinage? Il existe des voisinages qui les contiennent tous, mais, chacun constitue son... Entre eux, ils sont pas dans le même voisinage. Voilà, c'est ça. Quand tu dis en bas que les trois, on ne peut pas les distinguer, c'est parce qu'ils sont dans le même voisinage. C'est dans la définition de l'espace topologique. Oui. Donc, ma question. C'est-à-dire qu'ils sont voisins les uns des autres au sens où ce qu'on appelle tout voisinage contenant l'un des points contient les deux autres. Donc c'est cette question-là que je proposais pour les trois points du haut. Sont-ils ou pas dans le même voisinage? Donc il existe pour chacun d'eux un voisinage qui ne contient qu'eux-mêmes. Ah ben voilà, ok, d'accord. Voilà. On dit la même chose. Okay. Voilà. Non, c'est simplement que en fait il y a plusieurs voisinages. Voilà. Donc c'est pas mal. Et pourquoi je trouve la remarque de René intéressante ici, c'est parce que effectivement, il y a une espèce d'inversion entre. Donc j'essaie d'utiliser des notions de points ordinaires et de points extraordinaires, voilà, pour donner essayer de donner une intuition des choses. Bon. Ici, au départ, on avait trois points ordinaires qui ne se présentent pas comme des intersections d'autres choses. C'est les points d'un ensemble de points ont comme seule particularité mathématique d'être des éléments de l'ensemble en question. Donc ça peut être absolument n'importe quoi. Ce sont des êtres abstraits. Et d'ailleurs, les trois points de l'espace connectif borroméen ont d'une certaine manière vocation à représenter peut-être des ronds de ficelle qui sont entrelacés borroméennement. Peut-être pas, peut-être que ça peut représenter autre chose ou rien du tout, mais les points eux-mêmes, la nature d'un point n'est pas une question finalement tellement importante pour nous. C'est vrai qu'on a tendance à voir les choses à isomorphisme près. Bon, voilà, donc peu importe que ce soit des trucs, des machins, même des bidules, c'est pareil. Donc, mais ici, le quatrième qui apparaît, alors ça va apparaître au niveau du topos, mais dans la structure d'ordre qui a le même topos, on voit le quatrième point qui, en quelque sorte, est un point extraordinaire. On pourrait dire que le quatrième est un point générique. Il engendre les trois points. Peut-être qu'il est construit par les trois points, mais il est comme dans une progression, dans une espèce de verticalité par rapport aux trois points ordinaires. Par contre, du côté ici de la structure topologique borroméenne qui est associée aux deux autres par le fait que en fait, ces trois structures auront le même topos de Grothendieck que j'appelle le topos borroméen, le quatrième point n'est pas un quatrième point extraordinaire par rapport aux trois points ordinaires du début,
c'est d'une certaine façon le contraire. Ce sont les 3 points qui sont devenus des points extraordinaires et le 4e qui est ordinaire. C'est en ce sens-là que je comprends qu'on puisse songer à un espace topologique tel que celui-ci plutôt que celui que j'ai écrit. Parce que dans celui-là, on a bien 3 points ordinaires, ce sont des points fermés. Donc c'est habituellement, ordinairement, les points sont fermés. Par exemple, dans l'espace habituel, l'espace euclidien habituel, vous avez des points et chacun de ces points est fermé. Voilà. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous considérez la suite constante qui consiste à se placer et se replacer indéfiniment au même point, eh bien, vous n'irez pas très loin. Voilà. Vous resterez là, en ce point. Hein, si tout ce que vous faites, c'est de rester au même point, vous ne vous approchez d'aucun autre point que du point auquel vous restez. Voilà. C'est un point fermé. Par contre, un point ouvert, c'est tout à fait différent. Un point ouvert est, on peut dire d'une certaine manière, disons, si vous considérez la suite constante en ce point-là qui n'est pas fermé, bon, pas fermé, c'est pas synonyme d'ouvert, hein, parce qu'un point peut être ni ouvert ni fermé. Mais sur cet exemple-là, en tout cas, si vous considérez la suite constante en ce point, on peut montrer que cette suite converge vers n'importe quel point de l'espace. Comme si ce point était infiniment proche des autres. Alors, il n'y a pas de notion de distance ici, on n'est pas dans ce qu'on appelle des espaces métriques. Les espaces métriques sont des espaces où il y a des notions de distance. Là, il n'y a pas de notion de distance. Mais c'est comme si ce point était infiniment proche de tout autre point sans que ce soit symétrique. C'est pas parce qu'un point est infiniment proche d'un autre que le second est infiniment proche du premier. Mais j'ai jusqu'à quelle heure? Ah bon? D'accord. Bon, bah alors, donne-moi 2 minutes pour conclure. Non, je croyais que c'était jusqu'à 16h30. Voilà. Donc, effectivement, entre, disons, le côté connectif et le côté topologique, il y a une espèce d'inversion que je crois être un phénomène extrêmement profond et important. Il y a une espèce d'inversion entre ce que j'ai appelé ordinaire et extraordinaire. Bon. Et je pense qu'il y a énormément de choses qui se jouent dans cette inversion. Mais finalement, je voudrais quand même justifier le titre de mon intervention aujourd'hui, 1 plus 1 égale 3, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais expliquer les mêmes idées sur un exemple plus simple que le borromien, qui consiste non pas à partir de 3 points, mais simplement à partir de 2 points connectés. Les 2 points connectés, c'est facile à se représenter, dit-on, par une arête de graphe. Donc si vous avez 2 points qui sont connectés, et à mon avis c'est là où on peut commencer à parler d'amour, en fait, hein, pour reprendre votre question. Vous avez 2 points connectés, donc ça constitue un espace connectif qui va admettre un graphe générique qui sera constitué de ces 2 points et d'un 3e qui, disons, exprime le fait que les 2 points sont connectés, et il va lui correspondre également un espace topologique avec 2 points ouverts et un 3e point fermé. Et donc, de ce point de vue-là, le 3e point, c'est un point ordinaire, hein, qui, si vous voulez, une manière de parler de cette inversion, c'est de dire que, d'un certain point de vue, le point supplémentaire exprime l'unité, ou au moins la connexion qui existe entre les éléments qui l'engendrent d'une certaine manière, et d'un autre côté, en tant que point ordinaire, il est de l'ordre, et en fait on peut montrer qu'au sens topologique, il est la frontière des autres points.
il est comme une trace, il est comme une frontière, comme une trace de ce qui se joue entre ceux qui se connectent. Donc, quand vous avez des participants qui peuvent être des individus, qui peuvent être des instances psychiques, qui peuvent être ce que vous voulez. Bon. Quand vous avez des participants à quelque chose qui, du fait de leur interaction, se connectent d'une certaine manière, et qui donc participent d'une nouvelle unité, cette nouvelle unité est comme un point supplémentaire que l'on peut voir soit comme construit par les participants, soit comme générique, comme engendrant les participants. Mais quand on passe sur le versant topologique, grâce au topos, on peut le voir aussi comme trace ou comme frontière. Donc c'est à la fois ce qui les unit et ce qui les sépare. Et comme toute cette histoire peut être racontée simplement à l'aide de 1 et de 1, et que c'est plus simple que le borroméen finalement, j'ai pensé désigner le troisième qui est là par cette expression 1 plus 1 égale 3, sur laquelle je vais conclure. Pour répondre à la mot, 1 plus 1, c'est la masturbation. 1 plus 1 égale 0, c'est la masturbation. 1 plus 1 égale 2, c'est la baisse. 1 plus 1 égale 3, c'est la procréation. Et après, 1 plus 1 égale 4, c'est 2. 1 plus 1 égale 3, c'est la procréation, c'est évident, mais je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, qui est procréation ou pas, mais je veux dire... Il y a quelque chose de la rencontre de cet un et de cet autre un qui est susceptible de s'incarner plein de formes différentes. Pas forcément la procréation. Bon, voilà. Après, ce que tu as dit sur la baisse, la masturbation, j'ai dit entre 1 plus 1 égale 0 et 1 plus 1 égale 1. Bon, quand tu sauras, tu nous diras. T'embêter après cette intervention douloureuse. Parce qu'en fait, est-ce qu'on peut faire 1 plus 1 égale x? Pour n'importe quel X. Moi, je n'ai parlé que de choses que j'ai effectivement rencontrées. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que tu écris quelque chose? Est-ce que tu vas écrire en dessous? C'est pour étayer cet écrit. Tu étayes ton écriture par le traitement, soit l'union distincte, soit la topologie. Mais c'est quand même des opérations complètement différentes et qui sont complètement disjointes dans les espaces aussi. On change l'espace quand même, j'imagine, on change l'espace de l'isomorphisme à la topologie. Oui. Alors comment on explique ça? En disant 1 plus 1 égale 0, 1 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 3, on change l'espace. Peut-être change rien, on peut pas... En fait, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. En fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a l'isomorphisme, union disjointe et de borroméen. Ah oui. Et je me demande comment